Bonsoir, merci d'être là. Merci à Hélène et à Yann de la Routière d'avoir rendu cette rencontre possible. Je suis heureux d'être aux côtés de Sophie Fraisier et en même temps je suis un petit peu inquiet parce que mon rapport à la poésie est un peu compliqué. Je croyais y être définitivement rétif. J'ai été sauvé d'une totale désaffection par les chanteurs. Je veux dire, nos grands chanteurs, Ferré, chantant Aragon, Montand, chantant Prévert, ou Colette Magny, chantant Louise Labbé, Hugo, et j'en passe. Et puis, j'ai eu la chance, il y a 3 ans, de rencontrer Stéphane Hessel dans une sorte de récital impromptu de poésie. Pendant 1h30, il a récité des poèmes de Heine en allemand, des poèmes en anglais, en français, dont le très beau chant d'automne de Baudelaire, que j'avais en mémoire. Bientôt, nous tomberons dans les froids des ténèbres. Adieu, vive clarté, nous étés trop courts. J'entends déjà. Bon, et puis alors, troisième chance, ou en tout cas, je crois que si je suis là, c'est la faute à Daniel Le Sur, qu'on entendra tout à l'heure, qui m'a fait rencontrer Sophie. Voilà, Sophie, est-ce que pour introduire la discussion, tu pourrais nous donner quelques éléments de ton parcours? Oui, je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez? Je m'habitue au micro. On m'entend un peu plus près. Donc, bonjour tout le monde. Merci à vous tous d'être venus. Alors, mon parcours, oui, il est très ordinaire finalement. J'ai découvert finalement la poésie au lycée, pas beaucoup avant, surtout avec Baudelaire. C'est grâce à Baudelaire que j'ai apprécié l'harmonie des sonorités déjà. C'est grâce à Baudelaire aussi que j'ai compris que ce n'était pas parce qu'on ne comprenait pas trop un texte que c'était très grave et qu'on pouvait aussi se laisser bercer par la beauté extérieure du texte. Voilà, j'ai découvert d'abord Baudelaire, ensuite j'ai beaucoup apprécié Apollinaire et son recueil Alcool, bien sûr Rimbaud Verlaine un petit peu plus tard malgré tout. Et puis j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Philippe Jacotet, qui est un très grand poète contemporain, qui fait des vers libres et de la prose. Et là, ça a été une révélation, c'est beaucoup dire, mais je me suis beaucoup intéressée à la poésie, donc en tant qu'étudiante. Puis après, la vie faisant, on oublie, on va qu'à ses occupations diverses et variées, même quand on est professeur de lettres, on oublie un petit peu la poésie en tant que telle. Et puis quelquefois, c'est à l'occasion d'événements de la vie qu'on s'y remet, c'est-à-dire que la vie, vous le savez tous, possède ses aléas, parfois ses aléas douloureux. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, la poésie pouvait m'être d'un grand secours, ce qu'elle a été. Donc c'est comme ça que j'y suis revenue, il y a quelques années. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec Daniel, qui a, par chance pour moi, apprécié mes poèmes. Ensuite, la rencontre avec la compagnie Les Beaux Adir, et donc qui les a mis en scène et qui les a lus et les a ainsi rendus vivants, ce qui est extrêmement touchant pour moi. Donc voilà, un parcours finalement assez classique, mais j'avais de chance que j'ai essayé de saisir au mieux. Alors, je voudrais revenir à Rémi pour m'embêter un petit peu sur son côté rétif à la poésie. Parce qu'en effet, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui craignent la poésie pour différentes raisons. La poésie a la mauvaise presse. Quand on parle de poésie aux collégiens, souvent c'est argue, on va faire de la récitation. C'est l'étiquetage habituel. Au lycée, poésie, parfois, c'est un peu synonyme de dissection du texte. Et certains adultes ont un mauvais souvenir à la poésie à cause de ça. Donc, la poésie mériterait qu'on se repenche sur elle bien davantage. Ensuite, je crois qu'il y a des fausses idées qui circulent sur le poète, c'est-à-dire que non, le poète n'est pas quelqu'un d'éthéré, le poète n'est pas quelqu'un qui vit dans sa tour d'ivoire. Le poète est quelqu'un d'extrêmement impliqué dans la vie quotidienne, au contraire, parce que tout simplement la poésie, ça s'intègre très bien à la vie quotidienne, puisque c'est très court.
Et donc, écrire de la poésie, ça peut se faire dans une salle d'attente, ça peut se faire en attendant ses enfants au collège ou au lycée, ça peut se faire entre deux, ça peut se faire la nuit aussi quand on dort mal, mais voilà. Et donc la poésie peut concerner beaucoup de monde, mais pas des gens qui seraient enfermés dans leur temps d'ivoire. Finalement, le poète, c'est une éponge, en quelque sorte, qui essaie d'absorber un petit peu tout ce qui est autour de lui, et je dirais au sens propre, qui va essayer de s'exprimer. Donc s'exprimer, ça veut dire s'essorer en quelque sorte comme une éponge, et puis essayer de faire ressortir les émotions telles qu'il le peut, telles qu'il essaie de réussir à le faire. Donc voilà, un poète, c'est quelqu'un qui ouvre des portes. Voilà. Donc je crois que la poésie, ça ne doit pas être dramatisé, et au contraire, ça devrait toucher plus de gens. C'est peut-être le début ce soir. Vous allez relayer ma parole peut-être. Eh bien, je propose qu'on s'y essaie. Hein, et Isabelle Lamite et Daniel Le Sur vont lire chacun un poème de ton recueil. Bonsoir. Déméter. Déméter, ma reine aux yeux sombres et brillants, je marche sur tes traces, silencieuse. Toi qui nourris la terre, toi, la semeuse, c'est la torche à la main, errante ou douloureuse, que tu pleures ton enfant. Toi qui nourris les hommes, toi qui donnes la vie, sur la terre entr'ouverte, tes larmes la font renaître. Et, couronnée de blé, tu ramènes Corée au cœur de la reine, blonde et de sang taché. L'arc-boutant. Je cherche mon chemin dans les arcanes du ciel. Je compte encore parmi les vivants. J'explore mes doutes, oublie mes regrets, jouis d'une foi de mécréant. Je passe mon chemin sous les arcades du temps, loin des éclats de l'Orient. Je couve les ombres qui veloutent mes souhaits, savoure mon bonheur latent. J'ai fait mon chemin, franchi les barricades sans lendemain, fière l'âme dissidente. Je m'appuie vainement sur mes succès passés et ma fesse, impuissante, dans les nuées. Merci. J'ai envie de reprendre ce beau tableau vert. J'ai fait mon chemin, franchi des barricades sans lendemain. Comment, je voudrais que tu essaies d'expliciter comment tu conçois ton travail d'écriture poétique. Comment tu le distingues d'un écrit autobiographique ou de fiction? En quoi il y a quelque chose, la singularité qui revient à la poésie? Outre le travail de l'inspiration, c'est la distinction, on verra après. Et le travail d'écriture. D'accord. Bon, d'abord, je vais partir des deux poèmes qui ont été lus. Déméter, l'origine, elle est simple. Je ne suis pas professeur de lettres classiques pour rien. J'ai toute une mythologie et beaucoup de mythes en tête qui me nourrissent beaucoup. Et Déméter, entre autres, c'est la déesse de la fécondité, de la moisson, c'est la mère nourricière, c'est celle qui est la plus proche des hommes, elle a une humilité qui me plaît beaucoup. Et surtout, son mythe avec sa fille Perséphone, que je ne vais pas raconter, évoque le cycle des saisons et le cycle de la vie, de la mort, de la renaissance incessante, etc. Donc, voilà, déjà, une partie de l'inspiration vient de ce que l'on connaît, tout simplement. Tout le monde connaît quelque chose. Tout le monde a son domaine de prédilection.
Quant au poème sur la vie, eh bien, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on commence à se poser des questions, à réfléchir un petit peu sur le sens de la vie. Donc, la poésie se prête bien à tout ça. Pourquoi? Alors, personnellement, je n'aime pas raconter. D'abord, je m'en sens bien incapable, je ne pense pas du tout être douée pour ça. Raconter, pour moi, ça nécessite, outre le talent, ça nécessite aussi l'envie de dire les choses avec un certain détail. Or, moi, ce qui me plaît dans la poésie, c'est la suggestion, c'est la nuance. C'est le fait qu'avec deux mots rapprochés, on en fait surgir un troisième et des milliers d'autres. Parce qu'en poésie, bon, évidemment, il y a le ressort des images, des métaphores, des comparaisons qui est très important. Et l'art poétique fait surgir une troisième dimension. Et je trouve que plus que dans le roman, en poésie, c'est le lecteur qui achève l'œuvre. Le lecteur a encore une plus grande liberté dans la poésie pour y voir ce qu'il a envie d'y voir, pour y comprendre ce qu'il a envie d'y comprendre, finalement. Donc l'art de la nuance de la poésie me plaît beaucoup. D'autre part, pour moi, la poésie, je l'assimile à deux choses qui me sont chères. D'abord la sculpture, alors non pas que je pratique, mais j'apprécie en tant qu'amateur. Pourquoi? Parce que la poésie, pour moi, c'est un peu la sculpture de la langue. Sur une page, eh bien, la mise en espace des mots est très importante. Les blancs sont aussi importants, je dirais, que les parties noircies par l'encre. Oui, la poésie sculpte le langage encore plus peut-être que le roman. En tout cas, c'est mon avis. Deuxième chose qui me tient à cœur, c'est toujours lié un petit peu à mon métier, c'est tout ce qui est un petit peu recherche archéologique, etc. Je trouve que la poésie se prête très très bien au fait de creuser. Alors creuser, c'est-à-dire creuser au fond de soi, essayer de comprendre quelles sont ses propres émotions, creuser aussi ce qu'il y a caché derrière les gens, caché derrière ce qui nous entoure, caché derrière les choses qui nous entourent. Et le but, c'est d'essayer de refaire surgir quelque chose à partir de ce vide qui est autour de nous. Et voilà. Donc je trouve que la poésie se prête bien à ça. Alors à ce sujet, en lisant ta préface, j'ai été frappé par les analogies que j'y trouvais avec ce que on peut ressentir lorsque on est passé par un travail de thérapie ou d'analyse, à savoir l'émergence d'une parole qui jaillit, qui s'ouvre à son insu et qui à un moment donné s'impose, devient comme une forme de vérité, de quelque chose de soi. Est-ce que cette analogie que je fais entre le travail qui s'opère en thérapie est pertinente? Oui, Rémi, c'est pertinent. Alors, c'est pertinent en partie. C'est-à-dire que, effectivement, pour ce recueil, pourquoi le cacher? C'est un recueil relativement sombre, mais je n'ai pas écrit que des choses sombres. Peut-être que ça se sera un jour, je ne sais pas. Bien sûr, en fait, l'autre atout de la poésie, et je te réponds en même temps, c'est que ça permet plus facilement que le récit d'exprimer l'indicible. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à décrire, qu'on n'arrive pas à raconter parce que tout simplement c'est irracontable, c'est inénarrable. En particulier, certaines émotions fortes, certaines douleurs sont très difficiles à exprimer. Et bon, c'est ce qui est arrivé, comme ça arrive à beaucoup de gens à un moment de sa vie. Et lorsque j'ai voulu exprimer un certain moment, une certaine émotion, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas du tout raconter. Par contre, j'ai mis sur le papier des mots comme ça, en vrac, tout ce qui me venait. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que la poésie pouvait me rendre service. Donc au départ, j'ai vraiment écrit par besoin de me confier au papier, par besoin tout simplement de chasser certaines idées qui m'envahissaient un peu trop. Et voilà, une fois que je sais pas sur le papier, on prend du recul. Alors c'est pas instantané, mais ça fait beaucoup de bien. Ça, c'était le départ. J'ai écrit par besoin. Et puis, en fait, très rapidement, finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Et du besoin est née, finalement, l'envie. Très rapidement, j'ai eu envie d'écrire. Non pas pour chasser des idées noires, mais parce que j'aimais jouer avec les mots, j'aimais palper,
la feuille, les mots, les mettre en espace et exprimer des choses au travers de ce média, hein, qui est la langue, mais la langue poétique. Donc, savoir si c'est une thérapie ou non, ben, je dirais qu'au départ, peut-être que oui, dans mon cas en tout cas. Mais finalement, pas seulement, parce que la thérapie, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Sinon, je serais allée voir un spécialiste, en l'occurrence. Mais non, c'est juste une conséquence. C'est un résultat. Alors tant mieux. Mais sachez bien qu'on n'écrit pas forcément de la poésie pour se soulager de quelque chose, et j'en suis bien aperçue depuis. On écrit aussi de la poésie par plaisir, tout simplement. Dans ton travail, dans ta préface plutôt, tu parles de repentir, comme on en parle dans les arts, en particulier en peinture. Qu'est-ce qui, dans cette élaboration poétique, t'amène à dire à un moment donné que ce que tu as écrit est achevé, qu'il n'y a pas lieu de remettre le métier sur... de reprendre ce que tu as écrit. Alors c'est assez mystérieux, hein, ça. Lorsqu'un poème s'achève, bon d'abord j'aime bien le lire à voix haute, d'autres le font avant moi, j'aime bien le lire à voix haute pour voir si les sonorités sont relativement fluides, parce que même si ce sont des vers libres, j'aime que les sonorités soient quand même assez marquantes, et même s'il n'y a pas de reprise systématique dans les rimes, il faut pour moi qu'il y ait des échos, des résonances. Ensuite, finalement, je me dis, voilà, est-ce que j'ai réussi à exprimer tout ce que j'avais exprimé? Quelquefois, un poème peut rester en temps de latence, on va dire, pendant plusieurs mois. Je vais le relire un mois plus tard, 2 mois plus tard, et puis je vais raturer. Je vais reprendre un mot, changer un mot, puis là je vais me dire, bon bah ça y est. Alors là, pourquoi, comment, on estime que c'est fait. Peut-être que dans 2 ans, je relirai le même poème, et puis je me dirai, ça va pas du tout, je change encore quelque chose. Je crois qu'il doit être fini à un instant T par rapport à un ressenti que l'on a à ce moment-là. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus personnel et de mystérieux avec ce qu'on appelle, entre guillemets, l'inspiration. Hein. Tu parlais de quelque chose qui viendrait. Alors, c'est un grand mystère, l'inspiration aussi. Je dirais que c'est plutôt une question d'hypersensibilité ou d'intuition. Pour écrire de la poésie, il faut avoir une grande disponibilité d'esprit. Il faut être ouvert à tout ce qui nous entoure. Et quelquefois, les choses les plus inattendues. Alors, je peux donner quelques exemples concrets. On a le temps. Oui, oui, ça va. Oui, oui. Donc, par exemple, c'est l'automne, hein, ça s'entend. Donc, un dimanche matin, je vais chercher le pain dans mon village et je passe devant l'église. Les gens sortent de la messe avec des rameaux à la main. Et alors je n'avais pas partagé ce moment avec eux du tout, j'étais à peine au courant, je l'avoue. Et je me suis dit, finalement, les rameaux, ça va de pair avec la Toussaint, c'est la mort, et finalement, la mort, on l'encense avec de la verdure. Toujours ce thème qui m'est cher, hein, le cycle de la vie, de la mort. Et puis, de là, de ce passage, avec mon pain sur le bras devant l'église, est né le poème Rameaux et merveilles, avec un jeu de mots, finalement, qui était trop facile sans doute, mais que j'ai gardé quand même, pour le coup. Et alors, c'est vraiment le type de poème que j'ai écrit très très vite. Pourquoi, comment, je ne saurais dire. Ça peut être, je sais pas, j'écoute les informations, on parle de conflits dans le monde, etc. Et puis il y a une expression un jour qui m'a frappée, c'est l'expression le théâtre des opérations. Ça s'emploie beaucoup pour décrire des conflits. Et le théâtre des opérations, en soi, c'est une expression extrêmement imagée. Il y a le mot théâtre avec ses faux-semblants, avec ses masques, avec ses hypocrisies. Des opérations, la opération, bien sûr, opération militaire, en l'occurrence. Mais opération, et là, c'est là que ma formation m'aide beaucoup, c'est que ça vient du latin opus, ça évoque l'opéra rejoint le théâtre. Et après, tout le poème, alors celui-ci a été très très lent à naître. Cette expression, je l'ai retenue il y a
au moins, je sais pas, peut-être 2 ans, enfin plusieurs années. Et puis je viens seulement d'achever le poème. Et celui-ci, il a été très lent, donc voilà, c'est comme ça. On va peut-être approcher du thème de ton œuvre. Au départ, une première lecture, j'ai été submergé par l'idée de deuil. Et puis, en le relisant, et en particulier en le lisant à voix haute, et je pense que ces textes méritent d'être lus à voix haute, j'ai trouvé qu'il était au moins autant question de mémoire, de transmission et de consolation. Peut-être pourrait-on illustrer cette thématique, ce thème, si on veut, hein, par un poème que Aline Flo va lire. Cimetière. Il en est des gris stériles et nus, où les fleurs sont factices et les pierres des prisons crues. Table rase du passé, dont le Christ barre de sa croix laurée. Il en est comme des dortoirs, devrait-on dire des mortoirs, des murs de marbre désolés, carreaux uniformes où les yeux s'égarent en quête de rien. Parfois s'élève une croix fanée au détour d'un chemin, au bord d'un désert. Violence enterrée, tarie de solitude, au carrefour des hasards. Ailleurs, des fleurs de vitrail ravivent des tombes où chacun semble chez soi. Veillé par un Christ assis, le visage bercé d'une main amène. Ailleurs encore est un jardin où les visiteurs s'invitent à la verte terrasse des morts. Et puis, les charniers des massacrés, les fosses communes des esselés, les jardins de la mémoire qu'on s'empresse d'oublier. Alors, ce poème est une illustration un petit peu de ce que Rémi évoquait tout à l'heure par rapport au fait, la différence entre la poésie et le roman. C'est-à-dire que, où serait l'intérêt pour vous, lecteurs, et pour moi, de dire, bon voilà, j'ai voyagé dans tel pays, je me suis aperçu que les cimetières étaient extrêmement accueillants parce que c'était vraiment des jardins, plein de verdure, extrêmement agréables. N'oubliez même qu'il s'agissait d'un cimetière. Dans tel autre endroit, eh bien, il y a comme des petits vitraux qui sont en effet, c'était en Pologne, dans un tout petit jardin dans les montagnes, des vitraux très colorés en fait, qui font oublier totalement le côté grisaille de certains cimetières de chez nous. Après, bon, c'est lié donc à des expériences personnelles. Mais où serait l'intérêt pour moi de raconter, voilà, je ne suis pas sociologue, dans tel pays c'est comme ça, dans tel autre pays c'est comme ça, voilà. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger pourquoi toutes ces différences, et puis finalement, où est-on mieux accueilli en tant que tel, en tant que vivant. Alors ça paraît évident, mais voilà, quelle place réserve-t-on dans nos sociétés à ceux qui ne sont plus là? Et je pense que le traitement des défunts dans diverses sociétés est assez révélateur de leur... pas de leur degré de civilisation, parce que les traitements sont très variés, mais d'un état d'esprit, tout simplement, et de ce qu'on veut en faire. Si on veut laisser une impression plutôt gaie, ou garder sa mémoire ou pas, justement. Un petit instant, je vais renverser les rôles et jouer au maître qui interroge l'élève. Pourrais-tu me dire de qui est cette citation concernant la poésie? Elle émane d'un professeur de lettres. Lorsqu'un poème ou simplement un vers provoque chez le lecteur une sorte de choc, le tire hors de lui-même, le jetant dans le rêve ou au contraire, le contraint à descendre en lui plus profondément, jusqu'à le confronter avec l'être et le destin, à ces signes se reconnaît la réussite poétique. C'est peut-être déjà à côté, mais... Le professeur Georges Pompidou. Ah
auteur d'une très belle anthologie de la poésie française. Oui, c'est très joli. Je pourrais pas faire ça. Est-ce que tu te reconnais, est-ce que tu adhères à ce que dit yeah. Oui, je crois que l'écriture poétique permet de descendre au fond de soi, oui, d'essayer de trouver ce qu'il y a à chercher. Il y a toujours quelque chose à chercher chez quelqu'un, chez autrui, voilà. Et c'est un atout. Maintenant, l'œuvre poétique aussi fait perdurer la mémoire, hein, on peut y revenir. Pour ce qui est de la mémoire, c'est la dimension pour moi la plus importante du livre. C'est-à-dire, certes, c'est relativement sombre. Bon, c'est vrai que ça commence par la vie et ses aléas. Les aléas plus ou moins douloureux que tout un chacun connaît. C'est vrai que le cœur du recueil évoque la mort qui, de toute manière, fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non, malheureusement. Voilà. Mais ce qui m'importe le plus, c'est l'idée de mémoire. Alors, parce que la mémoire, comme je le mets un peu en exergue, c'est ça qui fait vivre. Ce qui m'a intéressée, enfin, je ne suis pas partie comme ça, parce que ce que je vous dis, tout ça, c'est de la théorie, on se rend compte qu'après. Hein. Mais en écrivant, on écrit, et puis voilà. Puis après, on se rend compte qu'on a voulu dire ça. Donc, ce qui m'a finalement intéressée, c'est d'essayer de comprendre comment une douleur morale pouvait se transformer en souvenir. Et finalement, c'est la mémoire justement qui entretient le souvenir et qui permet de maintenir la vie avec ses joies malgré les douleurs passées. Donc la mémoire fait vivre, ça a énormément de sens. Hein. Ça peut être tout simplement, au sens physiologique, on sait bien que finalement tout ce qui est coordination des gestes pour manger, pour s'alimenter, etc., est lié à une mémoire réflexe. Bon, je ne suis pas médecin, je n'irai pas plus loin, mais c'est déjà un premier point. Bon, il y a bien sûr la mémoire sensorielle, la Proust et sa Madeleine, bien sûr. L'odorat peut faire, une odeur peut faire rejaillir tout un passé. Bon, ça, voilà, mais Proust le fait très très bien, je crois qu'on n'arrivera jamais à faire mieux. La mémoire, pour moi, c'est aussi une histoire de dignité d'homme. Et ça, je l'ai appris, enfin d'être humain. Et je l'ai appris en lisant les témoignages des déportés. C'est un sujet aussi qui m'a beaucoup intéressée. Beaucoup de déportés m'ont raconté que pour essayer de survivre moralement, au moins, et de garder une certaine dignité, ils disent que ce qui les a sauvés, c'était d'avoir pu se réciter tout ce qu'ils connaissaient par cœur, que ce soit de la poésie ou pas, en fait. Et ça, c'est frappant, parce qu'on peut se dire, enfin moi personnellement, quand j'étais au collège, je n'ai rien appris par cœur. C'était la période où, dans les réformes, on n'apprenait plus par cœur. Et moi, je me dis, je serais dans une situation pareille, qu'est-ce que j'aurais à me réciter? Et donc, ça paraît bête, mais je pense que la mémoire, c'est ça aussi. Alors après, bien sûr, il y a l'idée que la mémoire, ça fait vivre celui qui n'est plus là, ça le fait vivre à ses propres yeux, ça le fait vivre aussi aux yeux des autres. C'est ça qui importe, je crois. Et tout simplement, voilà, le fait de se souvenir, c'est ce qui nous entretient aussi. Donc pour moi, la dimension de la mémoire, c'est ce qui importe le plus dans le livre. Et c'est ce que j'aime à retenir, en fait. Et c'est ce qui m'a permis finalement de faire un recueil qui n'était peut-être pas si sombre que ça. J'ai envie de dire à propos de l'importance effectivement de la poésie et de la littérature. Hein. J'ai lu aussi des témoignages extraordinaires. J'ai lu récemment le témoignage d'un Ukrainien qui a été au Goulag pendant une vingtaine d'années et qui a récité, il connaissait des fragments de Proust par cœur à ses compagnons de Goulag. C'est absolument, ça m'a sidéré. Georges Semprin évoque cela dans son recueil, dans son livre autobiographique qu'il a intitulé Adieu, vie de clarté. Alors, justement, si je reprends ce fragment de vers Adieu, clarté vive,
me laisse des marnes. Mais adieu, vive clarté. C'est aussi. De toute manière, déjà, s'ordonner d'une manière ou d'une autre selon le sens que l'on veut leur donner. On sait bien que, je ne sais pas, les temps anciens et l'ancien temps, c'est pas tout à fait pareil. Selon la place de l'adjectif, l'expression n'a plus tout à fait le même sens. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est une histoire, en effet, de sonorité, de belle sonorité à l'oreille. Je crois qu'il y a un balancement des mots aussi. Je crois qu'il y a l'idée de résonance, toujours, à laquelle il faut essayer de viser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, personnellement, j'ai un petit peu de mal avec les poètes qui sont traduits. Alors, il y a d'excellents traducteurs, de très grands traducteurs de poésie. Mais oui, voilà. Il faut qu'ils soient poètes eux-mêmes. Comment, d'une langue à l'autre, ça doit être passionnant d'ailleurs, il faudrait que je me penche sur la question, mais comment d'une langue à l'autre parvenir à retraduire une musicalité, comment d'une langue à l'autre parvenir à rendre, alors pas le sens, parce que le sens c'est assez facile à rendre, mais la forme, les envies, les souhaits du poète étranger. Alors ça, pour moi c'est un grand mystère. Voilà, on va donner la parole au public. Avant peut-être, ta rencontre avec Daniel Le Sur a donné naissance à un projet, une lecture mise en espace qui se tiendra la semaine prochaine, vendredi prochain, 15 novembre, si je ne me trompe pas, à l'Écho du Rebec. Comment expliquer, comment faire, et peut-être que la question, on va la poser à Daniel s'il accepterait d'y répondre. Comment est-ce possible, s'il a envie, de mettre en spectacle de la poésie, en l'occurrence, ces fulgurances intimes qu'il y a dans tes poèmes? C'est assez difficile de répondre à cette question. Je crois que ça prend beaucoup de temps. Je crois qu'il faut essayer, moi mon rôle était d'essayer de trouver un espace des alternances à caractère théâtral, on peut dire, au texte écrit. C'est toujours le problème de la présentation des choses. Alors je pense que ça nous en faudrait peut-être un petit peu en dehors de notre sujet. Je vais lui laisser la parole. Je précise que, outre les comédiens, il y a une illustration, une part musicale qu'a élaboré Stéphane Rieu à ce spectacle. Pardon. Pour conclure sur ce que tu viens de dire, pour moi, ça a été assez. D'abord, c'est un grand honneur que la compagnie Mosé-Zadir, en particulier Daniel, veuille bien, me propose de mettre en espace et lise ces poèmes donc à voix haute. Et puis, c'est étrange comme sensation parce que une œuvre, modeste ou pas, c'est un petit peu, bon, pas son bébé, mais c'est quelque chose qu'on a fait. Et après, on s'en sent, alors, dépossédé, mais avec bonheur. C'est-à-dire que le fait de les avoir entendus à voix haute, je trouve que ça a donné vie au texte. Et moi qui les connais finalement trop sur le papier, qui vois tout à fait l'agencement, etc., j'ai plus apprécié la musicalité à travers leur voix finalement. Et ça donne une autre dimension à l'écriture. Et bon, c'est vrai que pour la poésie, la lecture à voix haute est un bienfait. Si vous avez des questions, effectivement, je vais essayer d'y répondre avec plaisir. Madame Ancorine, tu refuses dans tes poèmes la ponctuation. Je parcourais quelques recueils de poésie et d'autres sont ponctués. Pourquoi ce parti pris? D'abord, c'est le refus de la contrainte. Je n'ai pas envie de m'imposer des contraintes. J'ai envie justement de m'affranchir de la syntaxe habituelle, des phrases correctement ponctuées de la prose. Et pourtant, en prose, je suis très attachée à la ponctuation. Mais en poésie, j'ai envie de m'offrir toute liberté.
D'autre part, j'ai aussi envie d'offrir cette liberté-là au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il va avoir envie de ponctuer le poème, peut-être, au moins dans sa tête, différemment que moi, j'en avais l'intention. Et je crois que ça laisse une marge de manœuvre encore plus importante à tous. Et voilà, ce n'est pas... alors là encore, ça paraît très théorique, mais c'est pas du tout réfléchi au départ. C'est purement instinctif. Voilà, j'ai écrit 100 mètres de la ponctuation. C'est comme ça que je l'explique. Pensez-vous que le poète est le porte-parole? On vous entend pas, Marie. Ah ouais, Les gens derrière vous. si, j'aime. Bon. Mettez-le bien près de la bouche maintenant. Oui. Pensez-vous que le poète soit le porte-parole des artistes, c'est entre nous, qui avons des émotions et qui ne savons pas toujours les traduire? Vous parlez, vous faites ça que pour vous, et puis vous dites après. Alors, ce serait bien prétentieux de se sentir le porte-parole de qui que ce soit. Si des gens se reconnaissent dans ce que j'ai écrit, eh bien tant mieux. Enfin, tant mieux pour moi, je dirais. Peut-être tant mieux pour eux s'ils apprécient. Maintenant, non, je ne suis le porte-parole de rien. Je crois que c'est un partage, avant tout, un partage d'émotions humaines, tout simplement. On est tous des êtres humains et je pense qu'on vit des émotions très proches, même si les circonstances sont toujours différentes. Je voulais dire que les gens n'ont pas toujours les mots pour le dire. Voilà. Oui, c'est exact. C'est pour ça qu'en tant que lecteur, si ça peut faire... Enfin, la lecture en général fait du bien. Que ce soit de la poésie, du roman, eh bien, si soi-même on n'a pas les mots pour le dire, eh bien, on se retrouve à le lire ailleurs. Dans le roman, c'est pareil. On n'a pas forcément les moyens d'aller voyager au bout du monde, alors on va lire un thriller qui se passe au bout du monde et ça fait du bien aussi. Je crois qu'on est dans un registre différent, mais malgré tout, c'est le même processus. Donc non, je n'ai pas du tout la prétention d'être un porte-parole. Maintenant, je suis plutôt dans l'idée de si les gens peuvent partager les émotions à la lecture, tant mieux. Voilà. Et pour continuer on va donner ton statut de professeur, enseigner la poésie, bien jeune? Oui, c'est... Alors la poésie, c'est... À enseigner, c'est terrible parce qu'on a d'énormes contraintes de temps. Les programmes, vous en avez entendu parler, sont extrêmement lourds. Et puis, on a des objectifs à atteindre par rapport aux élèves. Il faut qu'ils acquièrent la connaissance de différentes figures de style. Il faut que l'on fasse faire un petit peu de récitation, etc. Bon, on a des objectifs à atteindre dans un temps limité. Alors ça, évidemment, c'est le contraire absolu de toute lecture poétique. Parce que la poésie, normalement, ça devrait se déguster. J'aime bien faire la comparaison, même si elle est un petit peu artificielle, enfin vous en penserez ce que vous voudrez. Vous connaissez bien les fast-foods, de loin ou de près. Il y a une nouvelle tendance qui est au slow food, c'est-à-dire on apprend à redéguster des sandwichs qui sont faits avec du bon pain, avec de bons produits bio, etc. Il y a toute une mouvance de slow quelque chose, slow économie, slow food, j'en oublie, il y en a beaucoup d'autres. Et bien, pour moi, la poésie, c'est l'aspect slow de la littérature, justement. C'est qu'on a besoin de temps pour lire de la poésie. Alors c'est paradoxal, parce que la poésie, ça peut être lu par des gens extrêmement occupés. Pourquoi? Parce que c'est très court. On lit un poème le soir de temps en temps, voilà, c'est pas comme un roman de 1000 pages avec une multitude de personnages. Donc la poésie, ça peut s'intégrer dans le quotidien de n'importe quelle personne qui a un emploi du temps extrêmement rempli. Mais en même temps, la poésie, ça nécessite du temps parce que ça se déguste. Un poème va se lire une fois, mais surtout une deuxième fois, une troisième fois, et à chaque fois, on y verra un approfondissement du sens. Et ça, on n'a pas le temps de le faire vraiment avec les élèves. Donc, depuis quelque temps, ce que je m'efforce de faire là où je travaille, c'est au moins de les éveiller à la musicalité des mots, leur faire comprendre que si on ne comprend pas tout dans le poème, eh bien ce n'est pas grave, et qu'on peut se laisser bercer par les mots.
J'essaie de leur faire dire de la poésie un peu, enfin vous savez, il y a des associations qui sont très très bien, qui font ce qu'on appelle des brigades d'intervention poétique. Alors, je me suis essayée à ça l'année dernière avec les élèves. Ça a plutôt bien marché, mais au départ, ils étaient très apeurés. En fait, ils devaient lire à voix haute par groupe de 3 et en lecture plurielle, donc à plusieurs voix, 3 poèmes dans les autres classes. Et aussi dans tous les bureaux administratifs, aussi bien à la loge qu'ailleurs, chez les surveillants. Alors au début, c'était une véritable terreur pour eux que d'aller lire auprès des autres. Et à la fin, finalement, ils étaient ravis. Et j'espère, au moins, s'ils n'ont pas retenu forcément ce qui était tel grand auteur de tel siècle, j'espère au moins qu'ils auront acquis une petite connaissance, mais surtout un plaisir à avoir dit, à avoir lu de la poésie. Donc voilà, donc on est pris, mais il n'y a pas que la poésie qui pose problème dans l'éducation, c'est que, on a des objectifs à atteindre, on a peu de temps, il y a beaucoup d'autres matières et il faut faire vite tout le temps et on n'a pas toujours l'occasion de faire ce que l'on voudrait. Vous nous avez parlé de Philippe Jacotet, que vous semblez beaucoup apprécier, mais la lecture de Philippe Jacotet m'a fait penser qu'il était dans une recherche permanente, une recherche de trouver le mot juste par rapport à la nature, notamment. C'est la nature de Philippe Jacotet. Et je voulais savoir quelle est la recherche pour vous, parce que je pense que le poème, même si à un moment donné vous le laissez, il vous semble être au plus près de ce que vous avez envie de dire, il doit donner un but inachevé. Et je voulais savoir, c'est très difficile sûrement à approcher de ça, mais quel est cet inachevé et vers quoi vous aimeriez tendre, quelle serait votre quête dans la poésie? Alors, ce que j'ai aimé beaucoup chez Philippe Jacotet, justement, c'est son côté humble. C'est-à-dire que jamais, il donne l'impression de n'être jamais arrivé au bout, justement. Et bien oui, il cherche toujours. Alors, c'est-il ce qu'il cherche? Je crois qu'on ne sait jamais ce que l'on cherche. On tâtonne, on fait diverses expériences. Alors, je pense qu'on cherche à exprimer différentes choses qui sont des défis pour nous. Chacun a un peu son défi. Philippe Jacotet a au cœur de son œuvre la dimension de l'insaisissable, toujours. Voilà, l'idée de passage aussi. Et comment exprimer cette idée de passage, d'insaisissable? Comment décrire ce qui est indescriptible? Et je crois que c'est ça le cœur de la poésie. C'est essayer de mettre des mots sur ce qu'on ne peut finalement pas exprimer si facilement. Alors, moi, je me suis essayée à exprimer une douleur, à exprimer ce que m'évoquait la mémoire. Et puis après, j'ai cherché, autre chose. Je me suis beaucoup attachée à l'œuvre d'un sculpteur contemporain qui s'appelle Étienne, qui fait essentiellement des bronzes. Alors, ces contemporains sont des formes très douces, avec beaucoup de courbes, etc., beaucoup de visages, etc. Et j'ai beaucoup aimé son œuvre. Lui aime beaucoup la poésie, a priori. Et puis, je me suis essayé de comprendre pourquoi j'aimais ça. Et en fait, j'ai acheté un de ses livres et j'ai essayé d'écrire sur telle ou telle sculpture. Et je me suis rendu compte, d'abord, que c'était pas facile du tout. Et ça m'a permis de regarder chaque sculpture autrement. C'est-à-dire que c'est comme n'importe quel art, que ce soit la musique qu'on écoute, on l'entend d'abord puis qu'on écoute, que ce soit la peinture que l'on regarde, on a toujours une image d'abord superficielle. Le fait d'essayer d'écrire sur une œuvre, quelle qu'elle soit, ça permet d'essayer de creuser, toujours l'idée de creuser, d'aller peut-être un peu plus au fond. Alors, peut-être qu'on est totalement à côté, mais finalement, c'est ce qu'on en perçoit soi. Donc c'est une de mes quêtes, exprimer au mieux, trouver toujours le mot le plus juste possible pour exprimer
des émotions, mais je crois qu'il ne faut pas rester seulement dans le lexique dans le registre des émotions. Ça peut être aussi, oui, une œuvre artistique autre. Après, bon, d'autres projets me font peut-être. Les idées ne manquent pas, après, il faut pouvoir les réaliser. Qu'est-ce que vous pensez d'une poétesse comme Emily Dickinson qui a aussi beaucoup écrit sur la mort? Et là, on donne en ce moment le meilleur. Marie, vous êtes une rebelle. Oui, tout à fait. Je n'ai pas rebelle au crâne. Et je voulais vous demander ce que vous pensez d'Emily Dickinson, dont on publie actuellement de bien meilleures traductions que l'an passé, et qui parlait aussi beaucoup de la mort. Je ne l'ai pas lu, donc je n'oserais pas en penser quoi que ce soit sans l'avoir lu. Qu'en pensez-vous, vous, justement? Ça me permet je trouve extraordinaire qu'une jeune femme qui était enfermée dans une petite ville américaine et qui vivait au XIXe siècle ait pu sortir tout ça d'elle. Alors qu'elle vivait avec un vieux monsieur qui était son père, assez sévère, dans un milieu très puritain. Oui. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Et ça ne ressemble à rien d'autre. D'accord. Alors, je crois qu'on écrit beaucoup par rapport à son vécu, mais pas forcément son vécu, mais aussi ce dont on est imprégné, l'environnement, mais aussi le vécu inconscient, enfin si j'ose dire, on dirait peut-être pas ça tout à fait, mais c'est une alchimie. Et je crois que quel que soit l'âge, oui, on peut parler de la mort. Alors, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est légitime? Après, ça, je ne sais pas. Les gens qui l'ont côtoyé sont les meilleurs juges. Et elle vivait tout à fait isolée dans cette maison, tout à fait solitaire, et effectivement, beaucoup de gens jeunes mouraient autour d'elle, parce qu'à cette époque, ça l'a frappé certaines. Voilà. Je pense que l'isolement a été un facteur déclenchant d'écriture pour elle. En l'occurrence. Et elle disait, j'ai écrit une lettre au monde et le monde n'a pas répondu. Alors ça, c'est extrêmement pessimiste. Oui, il n'y a pas l'écrit à connu. Après, je pense aussi que c'est un peu ça. Et je crois que la prose comme la poésie, c'est quand même finalement de marcher à l'intérieur de soi. Oui. Je pense. Tout à fait. Pour aller vers les autres. Oui, j'ajouterais ça. Mais je crois qu'on y va naturellement si vous êtes publié, les autres vous rencontrent forcément. Encore faut-il l'être. Parce qu'au départ, il est clair, enfin c'est mon avis, enfin ma petite expérience, au départ on écrit pour soi. On écrit pour soi parce que bon, d'abord on ne se doute pas du tout qu'un jour on sera publié. Et puis voilà, on écrit parce qu'on a envie, parce qu'on a besoin, ou bien parce qu'on a envie, mais on écrit pour soi. Puis un jour on accumule et puis on se dit peut-être que ce serait bien que d'autres lisent pour savoir si ça vaut quelque chose. C'est peut-être pas un but, mais c'est une conséquence, parce que quand vous voyez Paul Celan qui a écrit des choses, qui a donné la parole à des gens qui n'avaient plus, qui n'avaient pas pu l'avoir, c'est quand même assez extraordinaire, et je pense que c'était une émotion propre à lui, et quand ça s'est trouvé publié, beaucoup de gens étaient heureux de voir que ça correspondait à certaines de leurs émotions, puisqu'ils n'avaient pas pu, leurs parents n'avaient pas pu avoir la parole, peut-être ce qu'ils avaient pensé. Oui, je crois que c'est un des éléments importants de l'écriture poétique, c'est quand on arrive à toucher un petit peu à des choses, je parlais de partage en fait, à des choses universelles. Dès que le thème devient universel, et c'est pour ça que c'est ça, enfin, je trouve que la poésie permet d'aborder plus des thèmes universels que le roman qui en donne une idée assez directive finalement. Moi j'aime bien, alors enfin, c'est mon idée, hein, mais moi j'aime bien la photographie par rapport à la vidéo. Alors la vidéo a beaucoup de qualité, mais j'assimile plus, vous voyez, la photographie à la poésie. La photographie c'est un cadrage, c'est une lumière, c'est un angle de vue, un parti pris. On met la lumière on met l'accent sur quelque chose. La vidéo c'est chronologique, alors après bien sûr on peut le remonter, mais c'est autre chose. On n'est plus là pendant la vidéo, on est dans l'art. Mais la vidéo pour moi ce serait plutôt le thriller. C'est-à-dire ça se lit, ça se dévore, ça se regarde rapidement, voilà. Alors attention, hein, le thriller peut être très très bon, il y en a d'excellents, mais la démarche n'est pas la même, et la lecture ne sera pas la même. Je voulais vous demander par rapport à l'écriture que vous avez faite,
avec un point de départ très personnel, comme vous l'avez dit, et sans... parce que vous souhaitiez, vous aviez cet exercice. Une fois que le poème est publié, une fois que l'œuvre est partie de vous et atteint le public, qu'elle n'est pas dans un tiroir chez vous, mais dans un livre, on peut considérer que cette œuvre, elle vous échappe à ce moment-là. Elle n'est pas dans un domaine public, dans un domaine plus large, et vous êtes un peu orpheline de vos œuvres à ce moment-là. C'est triste ce que vous dites, mais c'est vrai. Alors, oui, l'œuvre passe dans un domaine public, mais c'est un grand bonheur en même temps de pouvoir partager, de se dire qu'on n'a pas écrit que pour soi. Donc je crois que c'est un grand bonheur. C'est tout à fait vrai. Maintenant, on a aussi d'autres... Enfin, on essaie d'avoir aussi d'autres œuvres à venir en soi. On a d'autres idées, et je crois que c'est bien aussi de faire de la place. C'est-à-dire que ça permet aussi de, justement, tourner une page. On tourne une page et on espère en commencer un nouveau chapitre. Voilà. Il y aura un tome 2 ou pas? Ah, mon fils me demande s'il y aura un tome 2. Alors, ce ne sera pas un tome 2, mais peut-être qu'un jour j'écrirai un autre recueil. Alors, sur d'autres choses, hein, ce ne sera plus du tout sur le même thème, mais peut-être un autre recueil de poésie. Oui, j'ai quelques poèmes sur la lune, la mer. Alors, pourquoi ça? Je me suis aussi demandé. La lune me fascine beaucoup parce que d'abord je trouve ça très beau. On ferme ses volets le soir, elle a toujours une couleur différente, une forme différente, donc tout simplement. Et puis, moi j'ai écrit quelques poèmes sur la lune, et je me suis dit, mais pourquoi ces poèmes sur la lune? Et j'ai réalisé, quand j'étais petite fille, j'étais fascinée, c'est-à-dire à la fois attirée et apeurée par cette fameuse image de Méliès, où on voit la lune en gros plan avec l'obus dans l'œil. Et alors, cette image m'a beaucoup marquée quand j'étais petite, et je crois qu'en fait, cette lune un peu humaine, alors, qui souffre et qui en même temps rit plus ou moins, enfin on ne sait pas, m'a beaucoup fascinée. Alors, bon voilà, encore un exemple de... voilà, on écrit avec ce qu'on est. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup les arbres aussi, peut-être un jour, voilà. Les idées sont là, après il faut du temps pour les réaliser, et puis ça ne vient pas tout seul. Il y a des moments où on a une disponibilité d'esprit, d'autres moments moins, il y a des hauts et des bas. Il faut laisser faire les choses. Y a-t-il d'autres questions? Il y a une question? Est-ce que c'est vous qui choisissez les poèmes pour vos élèves, ou vous avez un programme à suivre obligatoire? Oui, nous avons des programmes selon les niveaux, mais pour la poésie, c'est relativement vaste. Alors, mettons pour les... Moi, je suis en collège, donc en troisième, nous devons quand même aborder la poésie engagée, systématiquement. Et puis, c'est tout à fait nouveau depuis 2 ans, la poésie contemporaine, justement. Ce qui n'est... Enfin, on a rarement le temps, je dirais. Et puis, c'est pas forcément facile pour les élèves, mais je trouve que l'idée est intéressante. En quatrième, c'est plutôt le 19e. Maintenant, ça peut être... c'est de la poésie lyrique, par contre, en quatrième. Après, bon, non, le choix des auteurs est relativement libre et vaste. En attendant le prochain recueil, je crois que Sophie ne refusera pas de dédicacer son recueil à ceux qui le souhaiteraient. Et peut-être pour certains, un vendredi prochain à l'Écho du Robert.